messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière activité de la première phase de Miss Afrique Montréal 2012. Alors, contrairement aux autres activités, nos Miss auront aujourd'hui une activité un peu plus émotionnelle et un peu intellectuelle. Effectivement, aujourd'hui, le Centre Africa nous ouvre ses portes. C'est en fait un centre communautaire élaboré par des pères missionnaires. Ça fait déjà 25 ans qu'ils sont à Montréal. Et en fait, ils accueillent ici les nouveaux arrivants. C'est un peu comme un deuxième chez soi, et où ils apportent du support, que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de l'éducation ou encore pour se rencontrer. Donc aujourd'hui, Miss Afrique 2012, l'activité de débat aura lieu aujourd'hui. Mais avant la table ronde? Avant toute la table ronde. Cette semaine, les filles sont conviées à la table ronde. Aujourd'hui, elles partageront avec nous une épreuve dont elles ont dû surmonter dans leur vie. Et particularité, Rakidiak, ex-mannequin, joueuse de basket, et invitée spéciale, elle partage avec nous son histoire. Rakidiak a dû être amputée de la jambe après infection d'une bactérie. Donc sans plus tarder, on y va? Et en fait, c'est assez fatal parce qu'en moins de 24 heures, ça infecte les muscles du corps. Donc ça allait directement dans ma jambe. Donc c'est une bactérie qui monte assez rapidement vers le cœur. Donc en fait, les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de chance, que j'allais pas survivre à ça malheureusement. Et que la seule chose qu'ils pouvaient faire pour essayer d'arrêter la bactérie, c'était d'amputer ma jambe. Donc ils ont dû amputer ma jambe. Et même après ça, ils ne savaient pas si j'allais survivre à ça malheureusement. Donc finalement, les antibiotiques, ils ont fini par faire effet. Et donc finalement, j'ai été sauvée vraiment en dernière minute là. Donc c'est ça, moi j'étais un peu dans le coma pendant tout ce temps-là, donc je ne savais pas c'était quoi qui m'arrivait. Et ma mère m'a dit que je me suis réveillée au moins 5 fois à l'hôpital, et 5 fois elle m'a dit que j'étais amputée, et 5 fois j'ai réagi de la même... Parce que bon, on est en bonne santé, c'est la dernière chose qu'on pense qui puisse nous arriver. Et puis donc c'est ça, donc moi je me réveille, moi au bout de la 5e fois je me réveille. Et puis, bon, j'étais aux soins intensifs et là, je commençais un peu à sentir mon corps. Et puis, il y avait ma mère qui était à côté de moi et puis je lui dis, mais maman, c'est vraiment bizarre, je sens plus ma jambe. Excusez-moi, là, je deviens émotive, mais... Et c'est là où ma mère, elle m'a redit qu'on a dû m'amputer de la jambe. Et c'est là, pour moi, où vraiment j'ai compris c'est quoi qui m'arrivait. Donc c'est sûr que pour moi mon monde il s'est écroulé. C'est-à-dire que moi j'étais la petite fille tranquille qui faisait son basket, qui s'amusait, qui sortait. À l'époque, je pense que j'avais du succès avec les garçons, j'avais genre 20 garçons qui me couraient derrière moi. C'était vraiment la vie, tu sais, aucun souci ni quoi que ce soit. J'étais venue pour étudier, c'était la fête tout le temps. Donc là, c'est sûr qu'on a ce monde-là qui s'écoule et on n'est pas forcément préparé à ça. Et puis finalement, tout le monde finit par s'écarter. Au départ, les gens ils sont avec toi, mais les gens ils ont pas ton temps là. C'est chacun sa vie, chacun doit continuer sa life. Donc soit tu décides, ok, j'ai ça, il faut que j'essaye de me relever et de prendre le meilleur. Soit sinon on se laisse aller, et puis on déprime et plein de choses comme ça. Et moi, en fait, j'ai eu une enfance très agréable, mais il y a juste un événement qui s'est passé qui a changé toute ma vie à l'époque. J'ai grandi avec mes grands-parents depuis l'âge de 3 ans au Congo-Brazzaville. Donc en 97, il y avait une guerre qui s'est passée pour les pouvoirs entre Sassou Nguesso avec le président et tout. Donc là, ils ont lancé, je ne sais pas comment on appelle ça, du gaz au fait. Okay. Donc on n'arrivait plus à respirer en classe. Là, il y a mon grand-père qui est venu me chercher pour aller me déposer chez sa 3e femme. Donc c'est là que je suis restée, j'ai fait 3 jours là-bas. Puis on mangeait tout le temps de la bouillie du riz qui a duré comme des jours et des jours parce qu'on ne peut pas sortir pour aller magasiner et tout. On pissait dans un petit pot. Il y avait des balles perdues qui a même tué un nouveau-né qui habitait juste à côté de chez nous.
Là, finalement, on s'est décidé de dire le lendemain, il faut qu'on quitte là. Parce qu'il y avait des quartiers qui n'étaient pas encore affectés par la guerre. Donc, on ne savait pas où aller. On disait peut-être à l'hôpital et tout. Mais vu à l'époque, l'affaire du sida qui était sortie, moi, j'avais vraiment peur. Je me disais, non, je ne peux pas aller à l'hôpital, je préfère dormir peut-être sur les rails et tout. Donc là, moi, vu que j'étais la fille de la première femme de mon grand-père, et que l'autre, c'était la sœur à la troisième femme de mon grand-père, donc moi, ils m'ont fait prendre beaucoup de charges. J'avais la marmite sur la tête, j'avais le sac sur mon dos, donc on a marché des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Arrivé quelque part, on commandait de l'eau pour dire si on pouvait boire de l'eau parce qu'on avait tellement sué, puis on avait tellement marché. Donc là, on est arrivé dans une maison où c'est mon grand-père qui connaissait la madame. Elle accueillait plein de personnes qui avaient quitté des quartiers déjà, remplis avec la guerre et tout. Donc là, j'ai eu le pied qui était enflé parce que j'avais trop de charges, sur quoi marcher. On dormait sur les matelas, il faisait chaud, on ne pouvait même pas respirer, j'étais vraiment pas à l'aise et tout. Et là, on a décidé de voyager pour aller aux Zaïre, pour prendre l'avion aux Zaïre pour que je vienne à Conakry, les gens de ma famille. Et là, on est parti. C'est là que j'ai vu pour la première fois des armes, les réfugiés qui pointaient l'arme sur nous pour dire bougez, bougez. La première fois que je suis montée dans une pirogue. Donc pour moi, c'était la première fois que je vois des corps et tout, puis que je vive vraiment dans la guerre. Parce que j'ai toujours vu à la télévision les petits enfants qui sont dans mon pays dans la guerre, donc c'était la première fois pour moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vu mes parents. Et je suis restée là, je suis venue ici. Je s'est fait enterrer, j'ai même pas pu aller dire comme, ok, je vais voir maman. Comme ça faisait 4 ans que j'ai pas vu ma mère, pourquoi ça? Franchement, je vais vous dire la vérité, je ne crois pas. Parce que c'est impossible pour moi de croire, je ne peux pas croire. Parce que je me dis que, j'ai pas, tant que je n'aurais pas vu sa tombe, tant que je ne vais pas voir tout ça, je ne vais pas croire. Parce que ça ne peut pas entrer dans ma tête en tout cas. Et puis sérieusement, je ne pourrai jamais surmonter ça parce que pour moi c'est trop. Je n'ai jamais été proche d'elle. Puis le seul moment où j'ai essayé d'être proche d'elle, on me dit qu'elle est morte. J'ai pas encore respiré pour ma mère, pour ma grand-mère. 2 semaines après, on me dit qu'elle est morte. En fait, je vais pas parler longtemps parce que je veux juste dire, j'ai jamais réussi à surmonter ça. Puis c'est pas maintenant que ça va arriver. Quand je vais rentrer en Afrique, puis là, je vais pouvoir voir comment je vais gérer ça. Pour le moment, j'essaie de ne pas penser, c'est tout. Je me dis qu'elle est là encore. Pour moi, c'est ça. Je sais, ça m'arrive souvent de me lever, puis j'appelle aux États-Unis pour parler à ma petite soeur, puis je lui demande, sans faire esprit, est-ce que maman est là, genre? Après, je dis, oh, désolée, puis c'est un peu ça. Mais là, ici, tu es toute seule à Montréal? Ouais. J'ai toujours été toute seule ici, depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 4 ans que je suis là. C'est ça. Waouh! Écoute, t'es vraiment quelqu'un de... T'as quel âge? 20. T'as 20 ans? Oh, t'es jeune. Mais écoute, moi, je te trouve vraiment très forte là, parce que... Aujourd'hui, nos Miss auront à participer à un débat sur le thème de la tradition et de la modernité. Elles auront pour modératrice Vanessa Kanga, qui est une artiste chanteuse et qui sera là pour modérer le débat en tant que tel. Elles auront à répondre à des questions comme ce que représente la tradition pour elles et ce que représente la modernité en tant que telle. Donc on va y aller tout de suite. Bon, moi, la question que je vous pose aujourd'hui, vous l'avez déjà vue, j'espère que vous l'avez lue. Elle était longue. J'ai fait vraiment un effort pour... je voulais circonscrire. Donc, quel rôle joue la femme africaine dans la transmission de l'héritage culturel à l'heure de la mondialisation? Saurait-elle allier tradition et modernité au profit du rayonnement de sa culture à travers le monde? Je sais que tu abordes le concept de la mondialisation, mais selon moi, que ce soit la période de la mondialisation ou pas, le rôle de la femme africaine dans la transmission de l'héritage culturel est fondamental. Pour moi, quand je vais à l'école, on m'apprend, j'apprends des nouvelles choses, j'apprends des techniques, j'apprends à me pratiquer, j'apprends à m'organiser. C'est ça qu'on m'apprend, donc d'une certaine manière, je me modernise. Quand je retourne à la maison, je retourne à la base, j'apprends
là aussi j'apprends, mais plus dans le traditionnel parce que, par exemple, ma mère va m'envoyer au marché. Par exemple, je vais apprendre à respecter mon père. Je sais que quand mon père arrive, il faut que je lui demande s'il veut quelque chose. J'apprends aussi, mais plus dans le traditionnel. Donc la maison, c'est comme... Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis d'un peu partout. Puis, honnêtement, je trouve que l'éducation africaine, selon moi, c'est une des meilleures éducations. Parce que c'est très rare de se trouver une Africaine ou un Africain mal élevé sans valeur. Honnêtement, l'Africain mal élevé sans valeur, il n'a pas grandi en Afrique, c'est sûr et certain. Parce que quand tu es en Afrique, comme tu as dit, la famille, tu ne peux pas passer par-dessus. Je veux dire, tu as un an plus que moi, que mon aîné, automatiquement, tu comprends? Je veux dire, ça, c'est irréfutable. Ensuite, comme tu as dit, la langue. En Afrique, je veux dire, si tu parles la langue, tu n'as pas le choix. Comme je te dis, ma mère, elle est arrivée au Sénégal, elle a vécu 18 ans. Ma mère, elle parle peut-être pas, elle parle aussi bien que moi, tu vois. Donc, mais tout ça, ça revient encore à l'éducation parce que quand tu grandis, ton entourage, comment ils vont t'élever. Puis quand tu viens ici, moi, je sais que beaucoup de ma famille québécoise ou des amis québécois, ma mère, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh mon Dieu, tes enfants sont tellement bien élevés ». Depuis le plus bas âge, mon père nous envoie là-bas pour apprendre la dialecte. Je parle parfaitement la dialecte de mon père, mais celle de ma mère, j'en ai même pas un très trop bon. Fait que, il y a aussi le fait que ma mère nous a poussé à apprendre celle de mon père, puis je pense pas que ma mère ait déjà pris l'initiative de nous apprendre la sienne. Comme on m'a souvent dit, si tu sais pas d'où tu viens, tu sauras pas où tu vas. Tu sais, quand tu es perdu, quand tu sais plus pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je devrais faire, ben juste rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi tes racines, ta famille, tout ce qu'ils t'ont appris. Puis c'est là que tu vas réussir à avancer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah. Oh yeah, nobody said being a leader was gonna be easy. We gonna have some fun again now. Oh yeah, oh yeah, one man. Oh yeah, one man. It's that green and white joint, right? Ok, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous installer chacune devant un poste. Et il faudrait commencer le plus rapidement possible parce qu'on est en retard et on doit quitter la salle à 16h. Et il est 15h23. Donc vous avez 30 minutes pour illustrer votre moment marquant ou bien Ain't nobody that's like us in Lagos, I'm good in Naira. You're about love, give them my love. And if your pops over cab, then you know what's up. And if your uncles ring back till they fucked up and nobody impressed with the school lessons A+. Growing up like they hate ya. Teacher fucking your last name up. And it's strange that I can't write. Even my critics are saying the nigga name right. Lord, I'm just rapping cause I gotta do it. Beam a Sultana White, 7 hallelujahs. Oh yeah, I promise you we just blessed. Oh yeah, never forget home. Oh yeah, one man. Oh yeah, one man. Oh yeah, no one. Oh, this is one of them times you just gotta be proud. Smoke some, drink some, whatever. If you a cocker or not, whatever. You know, they call me that, but I still show my elders love and all that. Love. I can ad-lib, this song so smooth, but hey. I see y'all Saturday or Sunday, whenever.